On va pouvoir débuter cette conférence. D'abord, remercier Bibia Pavard qui a accepté notre invitation. Une invitation qui s'inscrit à la fois dans le mois du genre et dans les mardis de confluence qui sont organisés par la structure fédérative de recherche que nous co-animons cette année, Éric, Pierre et moi-même, qui concerne donc la thématique des héritages. Avant de commencer, avant de présenter ma collègue, je voudrais remercier Cédric Pacreau qui coordonne ce mois du genre, ainsi que Clémence Guillemont qui nous accompagne à chaque fois sur l'organisation d'un certain nombre d'événements à la SFR Confluence. N'hésitez pas à laisser vos mails, vos coordonnées si vous souhaitez être informé des activités de la structure fédérative de recherche Confluence. Donc je vais prendre quelques minutes pour présenter Bibia Pavard. Bibia qui est diplômée de Sciences Po, agrégée d'histoire, qui a soutenu une thèse en 2010 consacrée aux questions de contraception et avortement dans la société française entre 1956 et 1979, une histoire d'un changement politique et culturel. Cette thèse, vous pouvez la retrouver puisqu'elle est publiée en 2012 aux presses universitaires de Rennes dans la collection Archives du féminisme. Bibia Pavard a intégré le Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, le CARISM, au sein de l'Université Paris II Panthéon-Assas, où elle enseigne aujourd'hui l'histoire. Ses travaux au sein du CARISM portent sur l'histoire politique et culturelle du contemporain, histoire des femmes, du genre et du féminisme. Vous publiez différents essais, notamment en 2013 avec Michel Zancarini-Fournel, un ouvrage consacré aux luttes de femmes, 100 ans d'affiches féministes. Un Que sais-je en 2018 consacré à mai 68. Puis en 2020, de nouveau avec Michel Zancarini-Fournel, mais aussi avec Florence Rochefort, un ouvrage intitulé « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours ». Un certain nombre de livres que je viens de citer sont ici sur la table de la conférence. Je remercie par ailleurs Catherine Faïssi de la bibliothèque universitaire de nous les avoir gentiment ramenés. Il est possible de les emprunter dès à présent. Je vous invite à vous diriger vers Catherine qui est assise dans cet amphi et qui se fera un plaisir de les enregistrer si vous voulez les emprunter rapidement. Vous êtes également, et d'ailleurs juste pour fermer cette parenthèse, nous avons aussi une sélection de livres dans le cadre du mois du genre qui sont également à votre service, qui sont à la bibliothèque universitaire d'Angers. En 2021, Bibia, vous participez aussi à la série documentaire Faire l'histoire sur Arte, qui est pilotée par Patrick Boucheron. Et vous êtes membre, depuis 2020, de l'IUF, l'Institut universitaire de France. Nous avons également appris très récemment, et nous en réjouissons, que vous êtes depuis peu président de l'association Mémosine pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Donc nous sommes très heureux et très heureuses de vous accueillir pour cette conférence ce soir, à la fois dans le cadre des mardis de confluence sur les héritages et du mois du genre, cette année thématisée sur l'intersectionnalité et qui est organisée par l'Université d'Angers. Cette conférence s'intitule « Les héritières, continuité et discontinuité dans l'histoire des féminismes ». Et vous allez explorer la question de la production et de la transmission de l'histoire des féminismes à partir de l'expérience de l'écriture de l'ouvrage que nous avons cité tout à l'heure, « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours ». La perspective sera intersectionnelle et vous interrogerez les hiérarchies de savoir et les silences de l'histoire. Donc vous avez 3 quarts d'heure de présentation. Encore merci Bibia, on est vraiment très heureux de vous accueillir. Et donc nous échangerons ensuite pour un débat avec le public qui est aujourd'hui nombreux et nombreuses. Donc merci encore d'être présents et particulièrement aux étudiantes et étudiants qui sont là. Merci. Merci. Merci beaucoup Shadia pour cette présentation et plus globalement pour cette invitation. Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon pour vous? Vous m'entendez bien?
Alors j'ai évidemment accepté tout de suite cette invitation parce que j'aime beaucoup venir à Angers. Voilà, ce n'est pas la première fois que je m'exprime dans cet amphithéâtre. Je suis venue à plusieurs colloques, des séminaires, des soutenances de thèse et surtout j'en profite toujours pour aller voir les magnifiques archives du Centre des archives du féminisme, j'y reviendrai. Donc c'est pour moi un plaisir et j'ai donc relevé ce double défi de s'inscrire à la fois sur la question de l'héritage, qui est la thématique des des mardis de confluence, et de l'intersectionnalité du mois du genre. On va voir si j'ai réussi à relever ce double défi. Alors j'aimerais commencer en disant que c'est vraiment un plaisir et un défi que d'écrire l'histoire des féminismes au présent. Qu'est-ce que j'entends par là? Simplement le fait qu'aujourd'hui, on assiste à une remobilisation féministe, un renouveau des mobilisations féministes en France comme ailleurs. Une très intense circulation transnationale aussi, qui se caractérise par l'émergence de nouveaux groupes militants, par l'engagement d'une nouvelle génération de militantes et de militants, par le phénomène MeToo, évidemment, des grandes manifestations et l'omniprésence des discours féministes sur les réseaux sociaux, dans les médias ou dans l'édition. Tout cela contribuant à donner l'impression qu'on est au cœur d'une nouvelle révolution féministe. Alors ce contexte, pour l'historienne des féminismes que je suis, est particulièrement stimulant. L'intensité du présent invite évidemment à comparer passé et présent. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui ne l'est pas, mais aussi à penser les liens entre l'histoire et l'actualité, en particulier avec la notion d'héritage. Le terme d'héritage me paraît particulièrement riche parce qu'il permet d'avoir une approche relationnelle de la question de la transmission. Qui lègue quoi à qui ? Qui hérite ou qui refuse l'héritage ? Par quel canot se transmet l'histoire des mouvements féministes ? Sous quelle forme ? La notion d'héritage permet de penser les continuités entre passé et présent, la présence du passé dans le présent, le retour du refoulé, mais aussi les usages politiques du passé qui sont légion. Vous n'êtes pas sans le remarquer en ce moment, en particulier dans la campagne électorale. Donc cette notion d'héritage, je voudrais m'en saisir à deux niveaux. D'abord à mon propre niveau d'historienne des féminismes, de quoi j'ai hérité lorsque j'ai commencé mes travaux. Et ensuite, au niveau des mobilisations féministes elles-mêmes, de quoi les mobilisations féministes d'aujourd'hui héritent-elles, mais aussi réfléchir au lien entre, voilà, entre cet héritage que je souhaite transmettre en tant qu'historienne aux mobilisations actuelles. Donc, alors je vous ai mis justement cette image pour illustrer cette première slide. Pourquoi ? Parce que c'est donc évidemment un de ces collages que l'on peut lire dans les rues de nos villes depuis maintenant plusieurs années, qui dit « Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus », donc qui est un collage qui met l'accent justement sur les sans-voix et qui fait écho justement à la pratique des historiennes du genre qui veulent de redonner voix aux sans-voix. Une pratique donc militante qui rejoint d'une certaine manière la pratique historienne, mais aussi parce que je m'interroge avec ces traces des mobilisations actuelles qui sont éminemment éphémères. Les collages sur les murs, ça ne reste pas. Alors évidemment, ce sont des collages qui sont photographiés, qui circulent énormément sur les réseaux sociaux, qui sont conservés, on l'imagine d'une certaine manière, mais qui posent la question de comment conserver systématiquement les traces des mobilisations féministes aujourd'hui pour les historiens et historiennes du futur. Alors, lorsque j'ai commencé mes propres travaux, en DEA, j'ai du mal à dire qu'à l'époque, c'était un DEA. Voilà, c'était pas un Master 2, c'était un DEA. Puis en thèse, j'ai bénéficié tout de suite de nombreux travaux réalisés depuis les années 1970-1980 et d'une institutionnalisation du champ de recherche réalisé par mes aînés. Plusieurs thèses portant sur l'histoire des mouvements féministes avaient été réalisées, alors par exemple, j'en cite quelques-unes, par Florence Rochefort et Laurence Klejman, par Christine Barr, par Sylvie Chaperon,
Et elles avaient déjà apporté de nombreuses connaissances et soulevé des questions clés, notamment quelles sources utiliser pour faire l'histoire des féminismes, comment définir ce qu'on entend par féminisme, comment articuler mouvement féministe et mouvement des femmes, comment périodiser l'histoire des féminismes. Ces thèses, elles avaient souvent été dirigées par Michel Perrault, qui, à Paris 7, a joué un rôle central dans la construction des savoirs sur le sujet et dans la reconnaissance de l'histoire des femmes comme démarche intellectuelle. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter des structures servant de lieu de rencontre entre spécialistes, notamment des associations créées en 2000, Archives du féminisme, que vous connaissez sans doute ici, qui a été fondée par Christine Barr notamment, et qui joue encore aujourd'hui un rôle important dans la collecte et la diffusion et la promotion des sources pour faire l'histoire des féminismes, et l'association Mnémosyne pour la promotion de l'histoire des femmes et du genre que je préside depuis peu de temps, et qui avait été fondée par le comité de rédaction de la revue Clio, Histoire, Femmes et Société. Et puis j'ai bénéficié de lieux de recherche rassemblant des ouvrages et des sources. Alors je pense évidemment à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, mais aussi au Centre des archives du féminisme à Angers que j'évoquais tout à l'heure, ou encore à la Bibliothèque documentaire internationale contemporaine qui s'appelle désormais la Contemporaine à Nanterre. Donc toute une série de structures qui étaient déjà là et dont je pouvais me saisir. Il en existe bien d'autres, donc comme le fonds Aspasie à Lyon, par exemple, ou le fonds Simone Sagesse à Toulouse, donc des lieux qui ont été institutionnalisés à partir des années 70 pour pérenniser justement ces travaux en histoire des femmes, du genre et des féminismes. Donc, le domaine de l'histoire des femmes et du genre, quand je commence à travailler sur le sujet, est consolidé et bénéficie déjà d'une riche historiographie, comme le montre l'ouvrage de Françoise Thébault, Écrire l'histoire des femmes, qui s'appelle désormais Écrire l'histoire des femmes et du genre, dont la première édition avait été publiée en 1998. Donc bref, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu m'appuyer sur ces solidarités existantes, et j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par mes prédécesseuses. Et d'ailleurs, donc, l'écriture de l'ouvrage Ne nous libérez pas, on s'en charge, que j'ai mis ici sur l'illustration, et en fait la continuité de cette expérience d'héritage dont j'ai pu bénéficier, puisque je l'ai créée avec deux historiennes de deux générations différentes. Michèle Zancarini-Fournel, qui, elle, a commencé ses travaux de thèse dans les années 70-80, qui a fait une thèse donc pionnière en histoire des femmes et du genre sur Saint-Étienne, pardon, évidemment, sur une histoire des femmes de Saint-Étienne. Et puis Florence Rochefort, qui a fait également dans les années 80 une thèse pionnière sur le féminisme sous la Troisième République. Et donc, elles étaient elles-mêmes pas tout à fait de la même génération, elles ont 10 ans d'écart, et donc elles n'ont pas rencontré l'histoire du mouvement féministe à la même époque. Michèle Zancarini-Fournel, elle a connu 68 et elle a connu les mobilisations des années 70. Florence Rochefort, elle a connu la mobilisation de la fin des années 70 et des années 80. Et moi, je commence mes travaux au tournant des années 2000, juste après les mobilisations sur la parité en politique. Donc on n'avait pas tout à fait la même expérience à la fois des mobilisations desquelles on avait été contemporaines et du champ de l'histoire des femmes qu'elles avaient contribué à construire et dont j'avais pu bénéficier. Et c'était donc une expérience hors du commun de pouvoir écrire à trois cet ouvrage, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir débattre, de ne pas être d'accord sur certaines perspectives, mais de pouvoir justement s'enrichir l'une l'autre dans cette rédaction. Ce livre, on a pu l'écrire parce qu'il y avait eu de très nombreux travaux qui s'étaient développés sur l'histoire des féminismes. Alors nos propres travaux, bien sûr, on y a contribué modestement, mais aussi toute une série de thèses, de masters, d'ouvrages qui étaient venus enrichir les connaissances sur les mobilisations féministes et qui nous semblaient nécessaires
aujourd'hui de faire un point sur l'état de ces connaissances pour pouvoir les transmettre. Et donc on a voulu écrire cette histoire au pluriel, on a mis féminisme au pluriel, pour justement insister sur la très grande diversité des réalités que l'on rencontre quand on fait l'histoire des féminismes. La définition de féminisme dans l'ouvrage, c'est une définition assez large, qui prend en compte à la fois les révoltes individuelles et collectives, les différents courants qui peuvent structurer les mobilisations à un moment donné, les protagonistes divers, les différentes familles de pensée, organisées, comme dirait la sociologue Laure Bérény, en divers pôles, des plus institutionnels aux plus contestataires. Hein. Elle parle d'espace de la cause des femmes et justement réfléchit à la diversité de cet espace. Et donc réfléchir à la fois aux forces de convergence et de divergence au sein de ces féminismes. Donc c'est à dessein voilà, qu'on a utilisé un pluriel pour décrire ces réalités complexes. Et évidemment, on a voulu rendre compte des nouvelles approches qui caractérisent l'histoire des féminismes aujourd'hui. En particulier, j'en citerai quelques-unes. Une attention au jeu d'échelle, du local au transnational. Alors, je pense à des travaux qui ont essayé d'enrichir l'histoire des féminismes au niveau local. Je pense par exemple à la thèse de Camille Masclé sur Lyon et Grenoble, à la thèse de Justine Zeller. Alors, c'est sur les années 70. Ma période de prédilection, c'est les années 68, donc je parle de cette période. Je pense à la thèse de Justine Zeller sur le MLF à Toulouse. Je pense évidemment à la thèse de Marine Gillis qu'elle est en train de rédiger en ce moment sur les féministes des années 68 en Bretagne et Pays de la Loire. Et, je la regarde pour être sûre que j'ai bien dit. Voilà, donc une approche locale, mais aussi une approche qui réfléchit aux circulations transnationales, qui réfléchit donc à l'ensemble de ces questionnements liés aux circulations. D'autres éléments importants, évidemment, c'est l'approche intersectionnelle. On y reviendra sur essayer de réfléchir à la manière dont, quand on écrit l'histoire des féminismes, on peut se saisir de la pluralité des oppressions qui traversent la réalité des femmes, et puis sur les hiérarchies qui peuvent exister au sein du groupe femmes. Et comment restituer ça lorsqu'on fait un récit de l'histoire des féminismes. Et puis, je pourrais ajouter aussi des travaux sur les approches biographiques aussi, qui s'intéressent davantage au parcours et à la manière dont ils peuvent être frappés, heurtés, transformés par les mobilisations, par exemple. Alors, ce projet, c'est un projet, vous voyez, scientifique, intellectuel, d'historienne, mais évidemment, il a été nourri par deux choses. Il a été nourri d'abord par le séminaire que l'on a fait, nous trois, Florence, Michel et moi, à l'EHESS, pendant plusieurs années, et qu'elles ont ensuite continué, qu'elles continuent encore sans moi, et qui nous a confrontés, cette fois-ci, à des étudiantes et des étudiants qui nous ont questionnés. Alors, c'était des étudiants, c'était un public de non-historiens, enfin, il y avait quelques historiens, mais c'était surtout des sociologues. C'était un public pluridisciplinaire, donc ça, c'était extrêmement riche, avec une grande avidité de connaissances et de questionnement à partir des enjeux d'aujourd'hui. Et donc, dans ce public, on a rencontré un grand souci pour rendre visibles les absentes du récit historique, s'interroger sur les subalternes, les colonisés, les femmes des classes populaires, les lesbiennes, et vraiment un souci, une envie de bouleverser le récit tel qu'on le connaissait. Et ces questionnements nous ont conduits à réinterroger nos propres travaux, à retourner aux sources, aux archives, à se poser de nouvelles questions et à essayer de voir avec ces nouveaux questionnements, ces nouveaux regards, comment on revisitait les sources. Parce que c'est ça aussi le travail historique, c'est d'aller revoir les sources, d'aller les revisiter. Et puis, donc, ce contexte d'enseignement a été très important, et donc il faut vous rendre compte, si vous êtes étudiant, que en fait, vous avez un impact sur vos profs, par vos questions, par
par vos interrogations, par vos envies, vous suscitez aussi de nouveaux travaux. Et puis évidemment, il y avait les renouveaux des mobilisations dont on était contemporaine, qui lui aussi nous a incité à aller regarder le passé, à nous saisir de figures qui étaient mises en avant par les militantes elles aussi. Et donc finalement, c'était un travail parallèle que l'on faisait par rapport à des démarches militantes. J'en citerai une, je pourrais en citer des milliers, hein, enfin j'exagère des milliers. Je pourrais citer des dizaines d'initiatives militantes pour mettre en avant des figures historiques oubliées. J'en citerai une très récente, par exemple celle de Axel Janjike, parce que je l'ai rencontrée récemment et qu'elle me racontait que ce qui a vraiment suscité son envie de faire la série documentaire, je ne sais pas si vous l'avez écouté, sur France Culture, LSD, donc sur l'afroféminisme francophone, qui s'appelle « Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé ». Qui revient justement sur cette histoire de l'afroféminisme francophone et qui m'a dit, en fait, c'était important en fait de remettre en avant cette histoire, de la connaître aujourd'hui, de ne pas faire comme si on redémarrait de rien, alors que on pouvait se plonger dans des textes de figures africaines dans les années 50, 60, 70 par exemple. Elle pense à Mariam Abba ou à Watiam, et donc elle met en valeur ces continuités. Voilà, quelque chose que l'on souhaitait aussi faire dans le livre en prenant en compte l'espace français, mais voilà, dans sa globalité, en incluant les colonies. Alors, j'aimerais juste préciser que lorsqu'on s'attache à faire l'histoire des féminismes, on s'inscrit dans un héritage intellectuel, scientifique, universitaire, mais on s'inscrit aussi dans un héritage militant, parce que écrire l'histoire des féminismes, c'est quelque chose que l'on perçoit aujourd'hui chez les militantes, hein, comme Axel Janjike, mais c'est quelque chose qu'on perçoit aussi chez les militantes du passé qui déjà avaient le souci d'écrire leur propre histoire et surtout de conserver les traces de leurs propres engagements, avec la conscience qu'il était très facile d'effacer les femmes du récit historique et qu'il était nécessaire en fait, de garder ces traces. Et là, je m'appuie en particulier sur l'excellente thèse de Marion Charpenel, qui a fait une thèse de sociologie sur la mémoire féministe et qui montre bien comment ce souci du passé est quelque chose qui traverse les époques depuis le XIXe siècle. Elle cite, par exemple, alors elle nous dit dans cette thèse que, je la cite, très tôt, des féministes sont conscientes qu'un des obstacles à la transmission d'une mémoire féministe est la perte des traces laissées par les collectifs. Et donc, il y a des figures telles que Eliska Vincent ou Marie-Louise Bouglet ou Marguerite Durand qui, dès le XIXe siècle, vont collecter des documents de toutes sortes, les accumuler et en faire don. Alors certaines sont perdues, ces dons n'ont pas été acceptés, ils n'ont pas été institutionnalisés, mais d'autres ont perduré, comme évidemment le fonds collecté par Marguerite Durand et qui est désormais devenu une bibliothèque de la ville de Paris spécialisée, ou Marie-Louise Bouglet qui a fait finalement, dont les légataires ont donné les documents à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc il y a quand même une certaine pérennité, une certaine continuité entre un projet militant et un projet scientifique dans cette volonté de proposer un récit historique alternatif qui rende visibles les femmes et leurs combats et enrichissent les savoirs. Sur cette question de l'héritage, je voulais justement faire un point sur la question des temporalités et sur la manière dont on peut penser le passé, notamment autour de la métaphore des vagues. Alors c'est quelque chose qui passionne les historiens et les historiennes, la manière de décrire les périodes, de découper l'histoire en tranches. On passe notre temps à faire ça, en fait, à essayer de délimiter le temps. Et c'est vrai qu'on hérite, quand on est historienne, de cette métaphore des vagues.
Alors on hérite pourquoi de cette métaphore des vagues? Parce que c'est une métaphore qui a été forgée dans les mobilisations féministes elles-mêmes. En fait, cette métaphore des vagues, je vous l'explique, parce que peut-être que vous ne savez pas, vous dites, mais de quoi elle parle quand elle parle des métaphores des vagues? En fait, c'est une métaphore qui consiste à dire, voilà, l'histoire des mobilisations féministes, c'est une histoire très longue, qui s'écrit en différentes vagues, qui décrivent à la fois des moments de forte mobilisation, des moments de reflux. Et donc la première vague, mais c'est celle qui émerge au milieu du 19e siècle, jusque dans l'entre-deux-guerres, jusque dans les années 20-30, et qui est notamment focalisée sur la question des droits civils, des droits civiques. Quand on dit le féminisme de la première vague, en général, ce qui nous vient à l'esprit, c'est le droit de vote. Ensuite, il y a un reflux. Et puis, il y a cette deuxième vague qui émerge dans les années 60-70 au cours des questions notamment de corps, de contraception, d'avortement, mais aussi de sexualité, de violence, de lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Un reflux, on parle même de backlash, de retour de bâton dans les années 80, et puis ensuite on a une troisième, voire une quatrième vague. Et c'est vrai que moi je me suis saisie de cette question lorsque j'ai commencé à voir que les militantes d'aujourd'hui s'auto-appelaient des militantes de la troisième vague, voire de la quatrième vague, alors que je n'avais même pas vu la troisième vague se terminer, ou la quatrième vague. En tout cas, ça allait très vite, et on en est même parfois à la cinquième vague, donc ça va très vite. Et tout d'un coup, je me suis posé la question de qu'est-ce que cette métaphore? Qu'est-ce qu'elle nous permet? Qu'est-ce qu'elle ne nous permet pas? Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les militantes vont se dire, ou les militants vont se dire, je suis une militante de la troisième vague ou de la quatrième vague. Et que souvent, les étudiantes et les étudiants écrivent très simplement voilà, le militantisme de la quatrième vague féministe dans leur copie. Alors que moi, ça me semble vraiment une notion à interroger. Alors pourquoi ça semble interroger? Déjà parce que c'est une notion qui a été créée dans les années 70, enfin en tournant des années 60-70, par des militantes féministes américaines du Women's Liberation Movement, qui souhaitaient par là à la fois s'inscrire dans la continuité des combats, notamment pour le suffrage des femmes, mais en même temps, elles voulaient montrer qu'elles étaient différentes, qu'elles étaient nouvelles, qu'elles avaient de nouveaux questionnements et qu'elles allaient plus loin dans leur bataille. Donc il s'agissait à la fois de reprendre un flambeau, de s'inscrire dans un héritage, mais en même temps de vouloir sérieusement renouveler cet héritage pour le rendre plus radical, plus militant. Et donc, elles ont commencé à parler donc, de second wave féminisme. Et c'est ensuite, dans les années 1990, des jeunes féministes qui, après un moment de recul dans les années Reagan aux États-Unis, ont voulu marquer leur volonté de se dire féministe, mais pas de la même façon que leur mère, parce que là, pour le coup, souvent, c'était leur mère, au sens propre et figuré, et donc renouveler sérieusement le féminisme en insistant davantage sur la diversité des identités et sur la diversité aussi des combats. Et donc, elles ont commencé à s'appeler donc féministes de la troisième vague. Et aujourd'hui, au moment MeToo, effectivement, les mobilisations en ligne et hors ligne ont donné lieu à une réflexion sur cette quatrième vague qui prend des formes un peu différentes, notamment de mobilisation, en particulier sur les réseaux sociaux. Alors cette métaphore, elle a une utilité parce qu'elle montre justement ces continuités, ces héritages dont on se saisit mais qu'on veut aussi transformer. Mais en même temps, pour une historienne, elle pose plein de questions, notamment sur la question de la périodisation. On s'aperçoit que finalement, quand on parle de vague, on ne parle pas forcément d'une période. On parle aussi d'une identité politique que l'on souhaite affirmer. Et aussi parce que ça donne l'impression qu'il y a une sorte de vraiment d'unification. La première vague serait quelque chose de très unifié autour de la question des droits, alors qu'en réalité, quand on se plonge dans les sources de la première vague, on se rend compte que il y a quand même toute une diversité de revendications qui dépassent la question des droits. Il y a aussi beaucoup de choses sur les sexualités, sur l'amour, sur les identités, la subversion des identités de genre qui sont présentes aussi. Donc c'est bien plus compliqué que ce qu'on semble croire.
Et de la même façon, ça a tendance à unifier politiquement, alors qu'en fait, on est face à vraiment des positionnements très divers sur ce que veut dire le féminisme, sur le combat qu'il représente. Et donc, ça pose un petit peu question aussi sur la question des continuités, parce qu'on a l'impression que voilà, il y a, entre la première et la deuxième, il y a un creux, et que dans le creux, il ne se passe rien. Alors, sauf que la thèse, par exemple, de Sylvie Chaperon sur les années Beauvoir montre qu'il se passe énormément de choses dans les années 1950-1960, qui préparent évidemment ce qui va se passer dans les années 70, et puis que finalement, on a aussi des formes de... il y a une sociologue américaine qui pose la question, Verta Taylor, qui se dit, mais est-ce que les mouvements meurent vraiment? Ou est-ce que finalement, ils se mettent en veille et ils renaissent à certains moments? Bon. Donc, toute une série de questionnements qui me semblent intéressantes et qui ont donné lieu à des métaphores alternatives. Il faut savoir, et voilà, il y a des historiennes comme Karen Hoffen qui préfèrent la métaphore volcanique, en se disant qu'en fait, il y a un magma féministe constant. Simplement, il y a certains moments où la croûte terrestre est plus fragile et où le magma peut faire éruption. Ou alors une autre métaphore très, très intéressante de Nancy Hewitt, qui marche très bien en anglais, un peu moins en français, mais qui propose de parler d'ondes radiophoniques, parce qu'en anglais, une onde, c'est une wave. C'est comme une vague, mais sauf que c'est une onde. Et donc, elle part sur l'idée que en fait, ce sont des ondes qu'on peut capter à certains moments, qui avec des chaînes radiophoniques qui ont une audience nationale ou locale. Et donc, elle insiste davantage sur cette diversité en utilisant la métaphore donc, des radio waves. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que bon, ça a un intérêt sur la question des héritages, des transmissions, de ce que chaque génération féministe accepte comme héritage, mais essaye de renouveler aussi, cette volonté de s'inscrire dans une continuité, tout en montrant qu'on est quand même un peu mieux que la génération précédente, qu'on va plus loin sur un certain nombre de choses. Donc c'est quelque chose qui caractérise en fait l'histoire des féminismes. Mais c'est aussi parce que ça permet vraiment de s'interroger sur la question des continuités et des ruptures. Continuité et des ruptures qui est vraiment au cœur des questionnements quand on est historien ou historienne. Alors évidemment, cette mobilisation post-MeToo, ou MeToo, enfin ce moment MeToo, excusez-moi, c'est plutôt un moment MeToo, interroge vraiment sur cette question de continuité et rupture. Parce que lorsqu'on est historienne, on est sans arrêt tenté de dire « mais ça, c'est pas nouveau. En fait, ça, je l'ai déjà vu là. Oui, mais ça me rappelle tel événement. » Alors, je vous ai mis une photographie, d'ailleurs, que je n'ai pas datée, c'est très mal, d'une manifestation de nous toutes. On reconnaît, c'est très caractéristique, hein, donc ces affiches standardisées qui sont distribuées dans ces grosses manifestations désormais le 25 novembre. Et donc, je vous l'ai mise parce qu'on voit bien ce slogan « Ras-le-viol ». Ras-le-viol, qui est un slogan qui est revenu dans les manifestations aujourd'hui et qui en fait est un slogan qu'on pouvait trouver dans les manifestations féministes des années 1970. Et donc justement, ça fait écho, continuité. Et sur cette question des violences faites aux femmes, on a vraiment des effets d'écho avec les années 1970. Alors, comment penser ce moment MeToo et sa différence avec les années 68 ? On peut vraiment essayer de comprendre justement ce moment MeToo comme une séquence historique, comme si on pensait par exemple le moment 68. C'est-à-dire qu'on a une séquence historique longue avec un événement qui est effectivement la circulation de ce hashtag MeToo et l'ampleur de cette circulation sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels et en fait, finalement, les mobilisations que ça a suscité à la fois en ligne et hors ligne, hein, puisqu'on est désormais, on a des très grandes manifestations autour de cette idée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais ça s'inscrit aussi dans un moment plus long, hein, de remobilisation depuis les années 2010. Et il ne faut pas oublier qu'évidemment, c'est Tarana Burke qui avait lancé ce mot d'ordre MeToo, donc
militante contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans la communauté noire aux États-Unis, qui donc a précédé le tweet d'Alyssa Milano. Mais par ailleurs, en fait, on avait déjà des formes de féminisme de hashtag qui circulaient déjà depuis plusieurs années, avec des hashtags, par exemple, en Angleterre, il y avait, enfin, dans le monde anglo-saxon, il y avait un hashtag qui avait beaucoup circulé qui disait Being raped, never reported, et qui expliquait pourquoi voilà, des femmes violées n'allaient pas en fait porter plainte à la police. Donc il y avait déjà eu un certain nombre de hashtags comme I need feminism, j'ai besoin de féminisme, qui avait circulé auparavant. Donc il y avait cette séquence de remobilisation qui avait préparé aussi tout cela. Et puis si on regarde même de manière un peu plus large, on pourrait se dire en réalité, ça s'inscrit dans une histoire longue des luttes féministes contre les violences sexistes et sexuelles qui voilà, prennent de l'ampleur dans les années 1970 autour de la dénonciation du viol, la dénonciation du harcèlement, alors de rue, on ne parlait pas de harcèlement de rue, mais on parlait de drague lourde à ce moment-là, puis de harcèlement sexuel. Et finalement, les violences conjugales, évidemment, et tout ça s'inscrit en fait dans cette histoire longue des mobilisations et dans l'institutionnalisation de ces luttes dans les années 80-90, avec les premières campagnes menées par un féminisme institutionnel pour lutter contre les violences, et avec aussi les premières grandes enquêtes menées par des chercheuses et chercheurs sur le genre, sur ces violences. Je pense évidemment à l'enquête ANVEF, lancée en 2000, qui est la grande enquête lancée par l'INED, et qui, en fait, vraiment donnait des chiffres, comptait les violences subies, les violences de genre. Et les premiers résultats publiés en 2003 vraiment ont un impact fort sur, pour la prise de conscience de l'omniprésence de ces violences. Donc voilà, une histoire longue et des échos qui, moi, m'ont frappée. J'adore citer cette source qui vraiment m'évoque aujourd'hui. C'est un texte dans un tract, un petit tract journal, 4 colonnes, non daté, produit par le groupe Femmes du Crédit Lyonnais, sûrement datable de 75, si on regarde un petit peu le discours de l'époque. Et je voudrais vous lire cette source parce qu'elle fait vraiment... elle nous parle d'aujourd'hui alors qu'elle a été écrite dans les années 70. Je la cite. « Entre le viol passible des assises et les petits viols de la vie quotidienne, seule la gravité fait la différence. Ils traduisent la même relation inégale entre les hommes et les femmes. Que dire de l'homme qui se colle contre vous dans le métro, de celui qui vous siffle dans la rue ou vous déshabille du regard, vous suit pendant des kilomètres? Que dire de ceux qui se servent de leur pouvoir social pour abuser de leurs subordonnés? Le chef qui fait le chantage à la promotion ou au licenciement, le médecin qui profite de son statut. La lutte contre le viol commence par la lutte contre ces agressions quotidiennes. Quand les femmes réagiront en masse, refusant d'être traitées de la sorte, le comportement des hommes changera, et aussi celui de la police, de la justice, des journaux et de toute la société. » Voilà, je trouve que c'est une source, quand on la lit hors contexte, on pourrait croire que c'est un texte qui a été écrit aujourd'hui. Donc c'est à la fois très intéressant parce que ça nous montre qu'on est dans une séquence qui est plus longue que celle qu'on pourrait croire, et en même temps, ça nous permet de réfléchir à ce qui est nouveau aujourd'hui, et notamment à ce renouveau des mobilisations féministes autour des réseaux sociaux et de la communication en ligne, l'utilisation des hashtags. Et il y a des travaux très intéressants en sciences de l'information et de la communication, notamment sur la question du récit des violences, qui montrent comment en fait l'utilisation du numérique et des plateformes numériques ont aussi contribué à changer le récit, la manière dont on dit les violences, dont on en parle. Et par exemple, les études sur les contenus des tweets, Balance ton porc ou MeToo ou d'autres, montrent que finalement, ce sont des récits qui ne décrivent pas précisément en fait, l'agression, mais qui fonctionnent sous forme d'évocation et qui créent finalement des communautés émotionnelles autour de ces expériences communes.
et qui donc amène à réfléchir à cette manière de dire les violences. Alors, j'aimerais terminer, dans le temps qui me reste, pour réfléchir à justement cette approche intersectionnelle et qu'est-ce que ça veut dire en fait, avoir une approche intersectionnelle lorsqu'on écrit l'histoire des féminismes. Alors évidemment, ce terme d'intersectionnalité, je m'en saisis au-delà des polémiques actuelles et nombreuses autour de cette question de l'intersectionnalité. Je n'y reviens pas, mais c'est vrai que il faut toujours avoir en tête que c'est un mot, un concept qui est attaqué, notamment dans les plus hautes sphères de l'État. Pour moi, ça a été quand même profondément choquant voilà, d'entendre un ministre dire que on pouvait imputer l'assassinat de Samuel Paty à la circulation des thèses intersectionnelles à l'université. Pour moi, ça a quand même été extrêmement choquant, d'autant qu'on est face à une histoire longue, un héritage intellectuel important de ce concept d'intersectionnalité, qui est donc qui a été forgé dans les mobilisations elles-mêmes, hein, notamment à travers des militantes et universitaires états-uniennes à partir des années 70, qui ont commencé à réfléchir au croisement des dominations propres en particulier aux femmes noires aux États-Unis. Alors j'en ai cité quelques-unes ici, le Combahee River Collective, qui réfléchit aussi à la question du genre, de la race et des sexualités. Il y a aussi donc Angela Davis, Bell Hooks, toute une série de penseuses qui sont d'ailleurs rééditées aujourd'hui, qui réfléchissent à ce croisement des dominations et notamment à la spécificité des femmes noires dans le combat féministe et antiraciste aux États-Unis. Donc aussi théorisé ensuite par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw. Donc c'est un concept qui a été forgé dans la théorie critique du droit et qui vise vraiment à réfléchir à la manière dont les combats des femmes noires se retrouvent à la marge, notamment lorsqu'elles souhaitent se saisir du droit des discriminations, parce qu'elles ont du mal, en fait, à la fois arguer de leur discrimination en tant que femmes, en tant que noires, en tant que femmes des classes populaires. Bon, donc elle a réfléchi à ça en termes juridiques. Et puis le concept a beaucoup circulé et c'est aujourd'hui imposé en France dans un sens plus large, voilà, pour comprendre l'articulation des dominations, le genre, la classe, la race, l'âge, les sexualités, le handicap, etc. Le genre et la race étant pris comme des constructions sociales, hein, évidemment pas comme des réalités biologiques naturelles. Il y a une démarche de dénaturalisation justement qui réfléchit aux dynamiques qui peuvent avoir lieu. Alors pour évoquer cette question de l'approche intersectionnelle, en fait, ça permet aussi de réfléchir à la manière dont dans un temps T, il y a des discontinuités au sein du féminisme. Alors, pas simplement en termes de processus historiques, mais aussi à une époque donnée, il y a des formes de discontinuité, des formes de division, d'opposition, souvent fortes, souvent très... parfois violentes entre différents groupes qui ne sont pas d'accord sur leur manière de définir le féminisme, leur manière de définir ce qu'est le sujet politique du féminisme, par exemple. Alors aujourd'hui, on a eu écho d'un certain nombre de divisions autour, par exemple, de ce qu'on appelle, un peu vite, mais les féministes intersectionnels face aux féministes universalistes, mais qui font écho à des oppositions récentes autour de la question du voile, par exemple, et l'interdiction ou non du voile dans certains espaces publics ou à l'école. La question de la prostitution aussi a été un thème très... qui a beaucoup divisé les féministes de la pornographie. Ce sont des débats contemporains, mais si on passe au 19e siècle, il y a eu aussi des accords très, très grands sur les stratégies. Faut-il commencer par défendre les droits politiques ou les droits civils? Il y avait vraiment des divisions importantes. Est-ce qu'il faut
rentrer dans les partis politiques ou rester en dehors. Bon, voilà, toute une série de désaccords qui montrent ces discontinuités, mais qui expriment aussi des rapports de pouvoir au sein des mouvements féministes, qui sont traversés eux aussi par ces inégalités et qui font que voilà, certaines voix ont parfois plus d'espace, plus de surface, circulent davantage que d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est important en tant qu'historienne d'essayer de restituer la pluralité des voix lorsque on fait cette histoire. Et donc, par ailleurs, nous, ce qu'on a voulu faire dans cet ouvrage, c'est adopter une approche intersectionnelle pour montrer la manière dont les positionnements politiques peuvent être non homogènes ou divers, et aussi la manière dont la réflexion sur les inégalités de genre ont souvent été croisée avec la réflexion sur d'autres inégalités. Et c'est vrai que voilà, ce qui est frappant lorsqu'on travaille sur la Révolution française ou sur les premières années du XIXe siècle, c'est la manière dont il y a une comparaison forte qui est énoncée par les féministes elles-mêmes entre donc la situation des femmes, la condition des femmes et l'esclavage. Et donc l'idée qu'il y a une commune humanité et donc qu'il faut mener de front ces deux combats pour libérer les hommes et femmes esclaves et libérer les femmes de leur servage. Ce sont les thèmes employés. Alors évidemment, ça peut poser problème de mettre en avant cette comparaison parce qu'effectivement, il n'y a pas du tout de... Enfin, la comparaison est difficilement tenable entre Olympe de Gouges, issue de la bourgeoisie et sa condition, et celle d'une femme esclave, par exemple, dans les Antilles à la même époque. C'est difficilement comparable comme situation, mais en même temps, on retrouve un argumentaire qui vise à repenser tout simplement la manière dont on s'est construit la cité et la vie politique et comment en fait les exclusions sont produites. Ça sert aussi, une approche intersectionnelle, à mettre en avant la complexité des positionnements politiques de certaines féministes, par exemple en contexte colonial. On peut penser à la figure d'Hubertine Auclair, qui est une figure vraiment passionnante parce que Hubertine Auclair, c'est une des personnalités phares du renouveau du féminisme dans les débuts de la Troisième République. Elle est vraiment extrêmement active et justement, elle fait partie de celles qui pensent qu'il faut revendiquer d'emblée les droits politiques avant même les droits civils et que c'est vraiment la clé de voûte de l'ensemble des droits. Et donc, elle s'oppose à d'autres, elle scissionne avec d'autres. Elle est très flamboyante dans ses actions parce qu'elle, par exemple, elle met en place des actions directes comme des manifestations, mais aussi renverser des urnes dans certaines élections ou refuser de payer ses impôts, en considérant que comme elle ne vote pas, elle ne paie pas. Voilà, une personnalité très, très flamboyante. Et il se trouve que son parcours personnel l'amène en Algérie, colonisée, qui montre ses ambiguïtés parce qu'elle va écrire un texte sur les femmes arabes en Algérie qui montre son intérêt pour la condition des Algériennes. C'est une des seules qui va écrire, de sa génération, qui va écrire sur la condition des femmes algériennes. Et en même temps, donc, elle a prôné leur émancipation. Et on retrouve un certain discours colonisateur, émancipateur de la femme blanche. Et en même temps, un véritable souci, en fait, de défendre ces femmes. Mais on voit aussi dans d'autres textes comment elle va créer des hiérarchies, en particulier autour de la question du vote. Et lorsqu'elle va, par exemple, s'opposer à l'idée que les nègres du Sénégal, ce sont ces termes, puissent voter
avant les femmes blanches de la métropole. Elle dit, je la cite, « Alors que les nègres votent, pourquoi les blanches ne votent-elles pas ?» Et donc, on retrouve là, en fait, des formes de hiérarchie qu'on avait pu retrouver à la même période aux États-Unis sur la question du vote des hommes noirs et du vote des femmes blanches, et qui montrent, en fait, l'impossibilité de s'extraire de sa classe, de sa race, lorsqu'on pense le féminisme à certains moments, enfin, qui montre en tout cas les ambiguïtés possibles d'une femme donc blanche sous la Troisième République. Voilà. L'heure tourne, alors je vais juste rapidement évoquer quelques figures. Je vais le faire un peu comme une promenade pour dire que voilà, on a aussi la redécouverte de certaines figures grâce aux travaux de chercheuses et aussi aux militantes qui s'y sont intéressées. On peut penser aux sœurs Nardal. Ce sont ces sœurs martiniquaises qui ont eu un rôle très important dans la vie intellectuelle de la France, du Paris des années 30, autour de la question de la négritude, et qui vont essayer de penser la place des femmes dans la négritude, et qui ont été totalement oubliées du récit de la négritude, ce mouvement littéraire et politique qui est vraiment pensé, lorsqu'on résume, c'est la négritude, oui, c'est Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, et on oublie en fait qu'il y avait aussi ces femmes-là qui étaient là. Et par exemple, la figure de Paulette Nardal, elle est très intéressante parce que c'est la première étudiante noire inscrite en anglais à la Sorbonne, et elle va vraiment jouer un rôle de passeuse justement entre cette culture noire américaine de la Harlem Renaissance des années 20 et 30, et puis cette culture de la négritude en France. Et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, elle va avoir un rôle en Martinique en créant le Rassemblement féminin et la revue La Femme dans la Cité, qui va vraiment inciter les femmes martiniquaises à prendre part à la vie politique locale et nationale. J'essaie de faire rapidement, mais ce qui va m'intéresser pour terminer, ce sont la question des usages politiques du passé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que on a eu deux exemples. Moi, j'ai eu deux exemples de personnalités sur lesquelles j'avais travaillé dans ma thèse, qui sont décédées récemment, donc Gisèle Halimi et Simone Veil. Et ce sont deux personnalités qui ont été particulièrement reconnues au moment de leur mort et qui ont eu un écho important. Alors, je vais commencer par Gisèle Halimi. Et ce qui m'a paru très intéressant, c'est les questionnements qui ont été mis en avant au moment de sa mort. C'est-à-dire, est-ce que Gisèle Halimi, aujourd'hui, serait une féministe universaliste ou intersectionnelle? Par exemple, m'a-t-on posé comme question. Et pour moi, cette question, elle n'a pas de sens en réalité, parce que ce qui est important, c'est de montrer les différentes étapes d'un parcours. Évidemment, le parcours même de Gisèle Halimi est traversé par des identités multiples. Elle, qui est née en Tunisie, dans une famille juive, et qui a vraiment embrassé la culture française et notamment universaliste, mais qui a beaucoup lutté dans les années, à partir des années 60, sur les questions coloniales, et très investie sur la décolonisation, sur la défense en tant qu'avocate des indépendantistes algériens, mais aussi tunisiens. Elle a très investi contre la guerre au Vietnam. Elle a notamment participé à un tribunal révolutionnaire contre les crimes faits au Vietnam. Bon. Et puis, évidemment, elle est connue dans les années 70 pour son investissement dans les mobilisations féministes, pour lesquelles elle va toujours avoir aussi une perspective de classe. Et donc, elle va vraiment amener ce regard intersectionnel sur les discriminations de genre et de classe. Et là, je vous ai mis un extrait de sa plaidoirie au procès de Bobigny, où on voit très bien comment elle met la classe en avant pour montrer qu'en fait, les femmes ne sont pas... ont beau... malgré le fait que l'avortement, c'était quelque chose que beaucoup de femmes
rencontrent dans leur vie, une majorité, que c'est quelque chose qui parle à toutes les femmes, et ben, en réalité, si on regarde de plus près, il y a des véritables divisions, des véritables en fait, différences dans la manière de l'expérimenter selon sa classe sociale. Et donc, dans cette plaidoirie, elle met à la fois en avant son identité de genre avec les accusés pour avortement, et en même temps, elle montre qu'il y a quelque chose qui la sépare, elle, en tant que bourgeoise, des condamnés qui viennent des classes populaires. Bon, voilà, je citerai peut-être une phrase qui dit « C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. » Mais en même temps, elle va dire aussi, voilà, ce sont des femmes qui comparaissent devant des hommes pour avoir disposé de leur propre corps. Il faut que je me dépêche. Hein. Bon, et voilà. Et je voudrais terminer avec la figure de Simone Weil, parce qu'elle me semble intéressante sur la question de l'héritage et sur la question des usages qu'on peut faire aujourd'hui du passé, et sur voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en tant qu'historienne. Au moment de sa mort, puis de sa panthéonisation, c'est une figure qui a été particulièrement... à laquelle on a particulièrement rendu hommage. Ça a été assez unanime, à la fois par des groupes, des personnalités féministes, évidemment par une reconnaissance institutionnelle et l'entrée au Panthéon. Et ce qui était mis en avant, évidemment, c'était à la fois sa condition d'ancienne déportée à Auschwitz et sa lutte pour la mémoire et l'histoire de la Shoah. C'était à la fois, évidemment, son rôle dans la légalisation de l'IVG et aussi son engagement pour la parité en politique ensuite dans les années 90-2000, et puis son engagement en tant qu'européenne convaincue et donc première femme présidente du Parlement européen en 1979. Donc c'était toutes ces facettes-là qui étaient mises en avant. Évidemment, moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est comment les jeunes générations militantes aujourd'hui se sont appropriées cette figure, et donc j'aime beaucoup montrer en fait cette affiche qui a été créée par le groupe Merci Simone. Donc voilà, on a fait une icône très pop, qui circule très bien sur les réseaux sociaux et qui met en avant une figure de réconciliation. Le groupe Simone parle de figure de réconciliation, d'un féminisme inclusif qui ne cherche pas la vengeance contre les hommes, une défense de la grande Europe, alors qu'elle avait vécu les pires démonstrations de l'horreur humaine, disent en fait le groupe Merci Simone. Donc il y a vraiment cette idée de consensus féministe finalement autour de la figure. Et moi, ce que je trouve intéressant et important, c'est de replacer en fait ce consensus à ce moment clé, celui de sa mort, mais de montrer qu'en réalité, par exemple, lorsqu'elle défend la loi sur l'IVG en 74-75, elle est loin de faire consensus auprès des féministes qui la critiquent sur le contenu de la loi. Alors évidemment, pas frontalement, il n'y a pas des attaques contre Simone Veil elle-même, mais sa loi ne fait pas du tout l'unanimité à ce moment-là. Elle est lue comme une loi de classe, comme une loi qui va pas assez loin, qui exclut un certain nombre de femmes de ce droit. Et donc c'est vraiment que progressivement que la loi sur l'IVG est devenue ce que les féministes auraient souhaité qu'elle soit en 74-75 par toute une série d'amendements. Et puis ce qui m'a frappée aussi, c'est la manière dont les antiféministes se sont réappropriés la figure de Simone Veil. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a un groupe anti-avortement qui s'appelle Les Survivants, qui a créé un site qui s'appelle Simone Forever, au moment de sa mort, et en se fondant sur son discours à l'Assemblée nationale de 1974, au moment des débats sur l'avortement, considère que Simone Veil a été trahie et que sa position de 1974 a été trahie. Et il cite les mots de Simone Veil de l'époque. Il dit « Si le projet de loi qui vous est proposé admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. » Et donc, qui reviennent à ces termes du débat pour dire que c'est ça la vraie Simone Veil. Alors c'est vraiment très intéressant parce que, évidemment, on ne peut pas comprendre ces mots-là
si on ne replace pas dans le contexte des débats extrêmement forts de l'Assemblée nationale à ce moment-là, la nécessité d'obtenir un consensus, alors qu'une majorité avait rejeté un premier projet de loi l'année auparavant. Donc évidemment que ces termes sont nuancés et qu'elle donne des garanties à la gauche et à la droite dans son discours et dans sa loi elle-même. Donc tout ça pour dire quelque chose d'important, pour plaider pour la remise en contexte. Et ça, c'est vraiment le rôle que peut avoir l'historienne dans la cité aujourd'hui et à tout moment, c'est replacer chaque figure dans un processus, dans un moment, dans un contexte, pour éviter en fait justement ces réappropriations parfois abusives, mais aussi connaître cette histoire pour pouvoir la transmettre. Par exemple, j'ai été frappée récemment par une prise de position de Marine Le Pen qui disait, on lui posait la question sur, je ne sais plus quel réseau social, mais bon, si elle était féministe, et elle répondait, alors néo-féministe, non, mais je suis féministe pour telle raison, parce que je défends les femmes. Et c'était intéressant parce que ce terme de néo-féminisme était devenu comme un repoussoir, et c'est d'ailleurs le cas pour plusieurs personnes aujourd'hui, alors que ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, c'est que le renouveau féministe s'inscrit dans une histoire longue et a des échos avec le passé, et que c'est vraiment très compliqué de parler de néo-féminisme déjà au singulier et sans l'inscrire dans une histoire longue. Et donc pour conclure, je voudrais faire l'éloge d'une écriture de l'histoire nourrie par les controverses du présent. S'il ne s'agit pas d'écrire l'histoire pour conserver la mémoire ou pour condamner le passé, les complications actuelles font penser et orientent le regard vers des archives délaissées ou oubliées, des actrices et des acteurs marginaux et des questions nouvelles. Et c'est nourri de ces questions nouvelles qu'une histoire solide et étayée peut prendre part au débat contemporain et construire des ponts avec le passé pour qu'il soit encore compréhensible pour les jeunes générations. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup pour avoir tenu finalement le challenge des deux thématiques, à la fois celle sur les héritages et puis cette inscription par l'intersectionnalité dans la thématique du mois du genre de cette année à l'université. Donc je vais surtout passer la parole. Moi, j'ai juste un tout petit témoignage, puisque je suis vieux. Je suis de la génération de Florence et de Laurence. On était étudiants ensemble avec Michel Perrault, et c'est juste pour dire qu'il y a deux choses. C'était évidemment très important pour moi, qui suis plutôt parti du côté des études sur les marges, sur les marginaux. Mais c'était tellement important pour nous, historiens, de pouvoir échanger aussi avec des personnes comme Florence, Laurence, et puis évidemment Michel, et puis Arlette Farge aussi, qui était très importante à l'époque. Et pour nous, il y avait quelque chose qui était très important, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits déjà. Peut-être les thèses de Marie-Jo, qui avaient été publiées dès ce moment-là, mais c'était aussi les republications de textes anciens. Et la republication de, je sais pas, Flora Tristan, Paul Minck, tout ça, c'était vraiment des choses qui nous... Voilà, comme il n'y avait pas beaucoup d'écrits d'historiens, retourner à des textes anciens était extrêmement important pour nous. Et puis après, bon, par rapport à mes autres sujets, j'ai travaillé sur les animaux. Peut-être on pourrait revenir sur cette... alors je ne sais pas si on peut parler d'intersectionnalité, mais quand même sur ce triple combat qui est mené dès le 19e siècle, dont certains parlent dès le 19e siècle, dont Pierre Cernat, par exemple, qui a étudié ça sur la Révolution française, c'est-à-dire émancipation des femmes, émancipation des esclaves et émancipation des animaux. Et les trois sont très souvent liés. Enfin, il y a beaucoup de textes qui mettent les trois niveaux, une forme d'antispécisme ou de combat à cette époque-là, plutôt de libération de tous les faibles. Et c'est un triple mouvement à mener en même temps. C'est vraiment présenté comme ça dès la Révolution française et puis par des auteurs du 19e siècle. Voilà, alors ça c'était un petit peu oublié. Voilà, c'était juste deux remarques comme ça.
Mais voilà, parce que j'ai tout de suite pensé, hein, évidemment, femmes esclaves, mais souvent, il y a des gens qui rajoutent, hein, en tout cas au milieu du 19e siècle, les animaux. Alors, c'est pas encore une pensée antispéciste comme on peut l'avoir exprimé aujourd'hui, mais c'est quand même des thématiques, hein, qu'on voit, par exemple, encore dans certaines revues aujourd'hui, qui essayent de lier ces différents éléments. Bon, voilà pour ce petit mot un peu personnel. Je sais pas si vous voulez répondre. Si vous avez... Non, c'est très juste comme remarque, et c'est vrai que je suis moins spécialiste de cette question, mais on peut repérer voilà, déjà des discours effectivement sur l'émancipation des animaux, aussi voilà, Marguerite Durand qui pousse pour l'ouverture d'un cimetière pour les chiens, je crois, à Pantin. Agnières. Comment ? Agnières. Agnières, pardon. Voilà, donc effectivement, c'est des généalogies intéressantes qu'on n'a pas forcément assez mis en avant, je pense, dans le livre. Mais c'est important des féministes au sein de la SPA, en tout cas dans l'entre-deux-guerres. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Votre exposé parce que effectivement la notion de vague bon, c'est quelque chose effectivement qui est beaucoup mis en avant, mais à mon avis qui laisse de côté beaucoup de choses aussi, parce que ça correspond à des mobilisations médiatisées à des moments donnés. Et ce que je constate, c'est quand on parle de ces vagues, enfin il me semble qu'on parle rarement des féministes qu'il y a eu au sein des partis politiques, des syndicats, qui ont fait pas mal avancer les choses. J'ai vu tout récemment donc, sur LCP les Nous agricultrices, c'est des femmes du milieu agricole, par exemple, qui au sein de leurs organisations syndicales ont fait avancer les choses. Voilà. Il y a aussi les associations féministes, parce que quand on parle des violences faites aux femmes, bon, c'est vrai, moi j'étais militante et je suis toujours du réseau Solidarité Femmes, les associations SOS Femmes, Solidarité Femmes, qui sont apparues donc, dans les années 70. Elles ne sont pas tellement mises en avant, il me semble, quand on parle des vagues du féminisme. Et les actions, elles ont continué parce que ça ne s'est pas arrêté. Et c'est vrai que vous avez parlé d'institutionnalisation, parce que les actions dans les années qui ont suivi, ça a été des luttes pour de nouvelles lois, pour des moyens aussi pour accueillir les femmes. Et voilà, c'est tout un aspect, je trouve, du mouvement féministe dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, j'ai apprécié que vous fassiez référence à tout ça. Et aussi, effectivement, vous avez parlé de féminisme inclusif. C'est sûr que je pense qu'entre les mouvements féministes, quand même, ce qui nous rapproche, c'est quand même plus fort que ce qui nous divise. Et c'est vrai, quelquefois, j'ai un peu l'impression d'une instrumentalisation de certaines choses qu'on va mettre en avant pour opposer les féministes entre elles. Voilà. Merci. Juste pour réagir, c'est une remarque très juste, parce que là, en plus, j'ai terminé sur des portraits de femmes assez connues et reconnues, mais effectivement, je voulais le dire et j'ai oublié de le dire, c'est que quand on fait l'histoire des féminismes, voilà, on est face à aussi beaucoup d'anonymes qui ont donné de leur temps dans des associations, dans des groupes multiples, et voilà, auxquels il faut aussi essayer de rendre justice dans l'histoire qu'on écrit. Et ce que vous décrivez, c'est très important, c'est le fait que quand on parle de mobilisation féministe, on parle aussi, évidemment des mobilisations de la rue, mais on parle aussi des mobilisations dans des institutions, dans des associations évidemment, mais aussi dans des institutions, donc dans les partis politiques, dans les syndicats, à l'intérieur de l'État, parfois à l'intérieur de l'Église, c'est possible, ou de certains groupes religieux. Donc en fait, on a une multiplicité d'expressions possibles qu'il est
voilà, toujours difficile de saisir et de résumer en quelques revendications et en une périodisation parfois qui ne rend pas justice à tous ces développements. Par exemple, les travaux actuels sur les années 68 montrent que finalement, dans les années 80, on a tendance à parler de reflux, mais quand on regarde de près, notamment lorsqu'on tout d'un coup on s'intéresse au niveau local ou on s'intéresse aux associations, par exemple lesbiennes, on s'aperçoit que les années 80, au contraire, c'est un moment de forte mobilisation qui prennent forme dans l'ouverture de cafés, dans l'ouverture de lieux, dans la création de journaux, dans la création d'associations. Et donc, ce n'est pas rendre justice à l'ensemble de ces mobilisations de parler de bâclage ou de retour de bâton. Et voilà, c'est bien plus complexe d'un point de vue de la chronologie. Oui. Oui, moi j'avais une question sur l'intersectionnalité. Je voulais savoir si ça avait été quelque chose qui avait été reproché au mouvement féministe, étant donné que c'est l'intersectionnalité, on va dire, croise les mouvements de défense. Est-ce que ce flou des frontières qu'on voudrait imposer à ces mouvements a été a fait partie des arguments des mouvements anti-féminisme? Enfin, je ne sais pas si ma question est très claire, mais dans le sens où c'est quelque chose qui est reproché au mouvement féministe de ne pas être clair à cause de cette intersectionnalité. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Dans la mesure où le féminisme s'est construit dans une certaine intersectionnalité, oui. Ça élargit la cause à la fois. On a un féminisme qui se retrouve, qui est multiple. Est-ce que c'est quelque chose qui a été un argument fréquent dans les discours anti-féministes de discréditer la parole féministe à cause de ce flou des causes, en quelque sorte, de dire le féminisme choisit trop de causes et ne se limite pas à une seule, ce qui est normal, mais surtout n'a pas d'idée précise de ce qu'il veut, etc. Si, je vois votre question, je crois. Alors j'ai envie de répondre oui, parce qu'on reproche toujours plein de choses aux féministes. Donc je pense que ça, on l'a reproché. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a plusieurs choses sur cette question du flou, sur la question des différents fronts de lutte. Je sais pas, ça répond pas tout à fait à votre question, mais on peut dire que déjà, on a beaucoup accusé les féministes depuis le 19e siècle de diviser les luttes, par exemple, en disant, voilà, en s'intéressant aux femmes, par exemple, on va diviser le mouvement ouvrier qui a besoin d'être uni pour pouvoir mener la révolution. Mais ça peut même être reproché à certaines féministes à l'intérieur du mouvement de leur dire, si vous faites un groupe de femmes avec telle spécificité, vous allez diviser le mouvement féministe. Donc bon, ça peut aussi venir les reproches du mouvement féministe lui-même. Et sur le flou des luttes, je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément toujours, qu'on peut lire à l'aune en France en tout cas, du discours universaliste sur la place de l'universalisme et la manière dont c'est une des matrices de la pensée politique, et donc l'idée que c'est ça le plus important, c'est l'universalité des droits, etc. Et que justement par la mise en avant de cette intersectionnalité, on risque de créer des formes de communautarisme. C'est ce qu'il est reproché aux mobilisations féministes à certains moments. Et finalement, ce que montre l'histoire, c'est qu'au contraire, les moments où les mobilisations féministes sont les plus fortes, c'est les moments où elles sont justement où elles circulent très largement dans des espaces très variés. Et c'est vraiment dans ces moments-là que les idées féministes ont un écho, ont des impacts. Et donc, finalement, c'est plutôt une force, quand on regarde historiquement, d'avoir une multiplicité d'identités et de luttes féministes. Et c'est pour ça qu'on peut lire le titre de notre ouvrage, qui est un slogan des années 70, qui d'ailleurs est un de ces slogans qui reviennent beaucoup aujourd'hui, « Ne nous libérez pas, on s'en charge »,
de deux manières. On peut le lire en disant que c'est une réponse des féministes, notamment aux révolutionnaires d'extrême gauche. C'était le cas dans les années 70. Ne nous libérez pas, vous, les hommes révolutionnaires, on prend en charge notre propre lutte en tant que femmes. Mais qu'on peut aussi le lire d'une autre manière en se disant c'est aussi une façon de mettre en avant diverses identités au sein du groupe femmes, en disant par exemple ne nous libérez pas, vous les femmes blanches, nous les femmes noires, on a notre propre lutte à mener aussi, par exemple. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi juste, je me souviens bien dans le manifeste du Parti communiste, Marx doit éliminer en même temps le féminisme, la protection des animaux et autres philanthropies. En une phrase, je crois. On passe à la chose sérieuse, donc à la lutte des classes. Oui, c'est ça. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Moi, j'avais une question par rapport aux sociaux, par rapport à l'usage d'Internet. Et je m'interrogeais sur est-ce qu'on s'interroge sur Internet, sa place, une influence en fait, dans le renouvellement des questionnements, des luttes féministes en fait. Est-ce qu'on considère que ça a une influence que finalement on le relativise dans la perspective historique? Je m'interrogeais là-dessus. Alors c'est une très bonne question qui m'a beaucoup turlupinée parce que je me suis dit, mon premier réflexe a été de dire, en fait, les réseaux sociaux, Internet, ça ne fait que prolonger un certain nombre d'actions médiatiques qui existent sur le temps long, avec par exemple l'existence énormément de presse féministe. Historiquement, chaque moment de forte mobilisation féministe correspond à une explosion médiatique féministe, avec une multiplication des journaux, des brochures, des films, évidemment, donc il y a une sorte de prolongement de cette manière, et puis on peut aussi s'interroger sur par exemple au moment de MeToo, ce que ça mettait en valeur les réseaux sociaux. C'était pas simplement en fait les médias pris en charge par les féministes elles-mêmes, mais aussi l'expression de voix ordinaires qui se rattachait à cette idée féministe. Et là, tout d'un coup, ça faisait écho, par exemple, au courrier envoyé alors à la fois aux associations féministes, mais aussi à des médias comme les magazines féminins ou des émissions de radio comme la fameuse émission de Ménie Grégoire, qui est cette émission qui a eu lieu sur RTL entre 1967 et 1981 et qui a été fondée sur les lettres, les questions envoyées par les auditrices et les auditeurs, mais surtout les auditrices. Et les archives ont été conservées. C'est très très impressionnant, des centaines de milliers de lettres envoyées à cette émission, et donc de la même façon il y a beaucoup de témoignages, donc ça faisait vraiment écho à ça. On peut très bien voir les formes de continuité. Néanmoins, on est quand même forcé de constater qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer aujourd'hui, sur la viralité, sur l'extension des publics. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un accès à l'information qui est vraiment différent d'auparavant. C'est-à-dire que dans les années 70, il fallait vraiment la chercher, l'information, pour la trouver. Ce n'était pas si évident que ça. Et donc là, on a plutôt l'impression qu'il y a vraiment cet accès renouvelé à l'information. Et donc, ce qui est très important dans la formation des féministes. Alors ça, on n'a pas encore d'études, on compte sur vous pour faire des travaux sur justement l'entrée en féminisme des générations actuelles, parce que en fait, il y a sûrement une pluralité de voix. Il y a à la fois la transmission familiale, les cours à l'école, à l'université, et puis la sensibilisation par les pairs, et puis par les réseaux sociaux qui jouent un rôle important. Il y a beaucoup de... moi, j'avais rencontré des militantes, par exemple, de Oser le féminisme, qui disaient qu'il y avait beaucoup de jeunes féministes qui arrivaient par Facebook. C'était donc un petit moment maintenant, parce que Facebook, c'est plus trop le réseau social des jeunes. Mais bon, donc vraiment un renouveau aussi de cette sensibilisation aux idées féministes. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que moi, ce qui me frappe aussi, c'est du coup la place des professionnels de la communication.
et la professionnalisation aussi des militantes sur ces questions de communication. Et donc, en fait, la question de la communication apparaît de plus en plus importante dans les mobilisations féministes aujourd'hui, avec vraiment l'idée qu'on peut changer le monde par la communication. Et d'une certaine manière, je me pose la question, je n'ai pas une vision affirmative, mais le projet révolutionnaire de « on peut changer le monde par la révolution » ne semble pas avoir pu aboutir, soyons clairs pour le moment, mais du coup, il y a vraiment, ça c'est pas remplacé, mais disons que s'ajoute l'idée qu'on peut quand même transformer le monde par la communication, et c'est particulièrement le positionnement, par exemple, de nous toutes sur les questions de violence, en disant il suffirait de campagnes, il suffirait d'avoir beaucoup d'argent pour vraiment sensibiliser l'ensemble de la population à ces questions de violence sexistes et sexuelles pour changer la société. Merci. D'autres questions ? Oui, merci. J'avais une question par rapport à une critique qui est aujourd'hui beaucoup faite, notamment aux plus jeunes féministes, qui est que le féminisme sera une sorte d'effet de mode, parce qu'il y a aussi une marchandisation qui s'est mise en place, et qu'il y a toute cette idée qui date un peu des années 2000-2010, mais du girl power, etc., que du coup le féminisme est un effet de mode, et que le militantisme devient quelque chose de passif, parce qu'on peut être militant parce qu'on a un compte Twitter. Je me demandais si c'était une critique qui avait déjà été faite auparavant au mouvement féministe, ou si c'était quelque chose de plus actuel, parce que justement il y a cette espèce, cette impression d'explosion, et aussi parce qu'il y a différents moyens d'information grâce aux réseaux sociaux, etc. Ou si c'est quelque chose qui était déjà actuel avant, de parler d'effet de mode à chaque fois qu'il y a une mobilisation comme ça féministe très forte. Oui, alors c'est une question très intéressante, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça sur les jeunes d'aujourd'hui qui s'engagent de façon très légère. En fait, on s'aperçoit avec le renouveau actuel des mobilisations que déjà c'est à nuancer, parce qu'il y a une multiplicité de formes d'engagement qui vont effectivement d'un affichage en ligne à la participation des manifestations, à l'achat d'un certain nombre d'ouvrages, par exemple. Toute une série d'actes qu'on peut retrouver à toutes les époques, en fait. En réalité, quand on regarde des formes d'engagement, il y a tout un éventail possible d'engagement. Par exemple, quand on dit j'ai fait 68, on peut très bien avoir fait 68 en allant à quelques manifestations, ou en occupant un amphithéâtre pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ou en étant un militant ou une militante très active dans un groupe politique. Voilà. Cela dit, sur les effets de mode, en fait, on retrouve la même chose dans les années 70, ces moments de très forte mobilisation qui se caractérisent aussi par une intense circulation des discours et des idées féministes dans des espaces non militants, et donc commerciaux aussi. Alors, c'est toute la question de la récupération. Est-ce que c'est une récupération, ou est-ce que c'est un engagement authentique? Alors, on pense par exemple au magazine féminin. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur Marie-Claire, le magazine Marie-Claire dans les années 70. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit la circulation des idées féministes dans Marie-Claire. Il y a même une sorte de cahier femmes dans Marie-Claire pendant plusieurs années, qui est une sorte de cahier des féministes de Marie-Claire, qui est pris en charge par des jeunes journalistes qui se font vraiment écho aux revendications féministes, etc. Et donc, les militants du MLF voient ça comme une récupération, évidemment. Mais lorsqu'on va interroger ces journalistes, elles disent que, en fait, elles avaient un certain nombre de convictions, et que c'était aussi une façon de s'affirmer dans la rédaction par rapport à leurs aînés, et que donc, il y a plein de raisons pour lesquelles ça circule, et en fait, il y a certains contextes où ça peut circuler ou que ça ne circule pas. Et pour terminer cette longue réponse, que moi je trouve passionnante, tout à l'heure, je me trouvais dans les archives, ici, au Centre des archives du féminisme, et je suis tombée sur un catalogue américain, qui était donc dans les archives françaises. Bon, je ne sais pas comment il est arrivé là, mais c'était un catalogue américain du début des années 80, où on pouvait acheter toute une série d'objets féministes,
donc des t-shirts, des badges, des bumper stickers, parce que c'était américain, mais aussi des sextoys. Et ce catalogue, je ne connaissais pas l'existence de son existence, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais ça alors, c'est vraiment la preuve que ces formes de circulation féministe qui passent aussi par l'achat et l'affichage sur certains objets, c'est quelque chose qui caractérise la société de consommation et qui n'est pas nouveau d'aujourd'hui finalement. Donc on pouvait déjà s'acheter un t-shirt féministe avec Wonder Woman dessus dans les années 70-80. Voilà. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Valentin. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence, Bibia Pavard, c'était très intéressant de vous écouter. Moi j'ai une question simple. Comment vous pouvez expliquer historiquement les féminismes d'extrême droite? On est dans un moment où on a des groupes féministes d'extrême droite. Ici à Angers, on en a un groupe qui est relié à l'Alvarium, qui a perdu son local, mais qui n'en est pas moins, qui n'est pas encore dissous, puisqu'il y a un recours devant les tribunaux. Et ce groupe de féministes d'extrême droite est relié à ce groupe. Mais comment vous expliquez ce phénomène des féminismes d'extrême droite? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, historiquement, il existe des groupes féministes conservateurs. Il existe des groupes féministes, par exemple, catholiques, au moment, dans les années 1890 ou dans l'entre-deux-guerres, qui promeuvent le droit de vote pour permettre et pour impliquer davantage les femmes dans la vie politique et notamment revenir à des idées politiques traditionnelles. Donc ça, ce sont des courants qui ont été étudiés, par exemple, par Magali Della Souda et qui montrent qu'il est tout à fait possible d'avoir aussi un engagement de femmes conservateurs et que, en réalité, dans un contexte de forte mobilisation féministe où l'identité féministe est quelque chose qui est de nouveau valorisé, parce que je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des moments historiques où se dire féministe, c'est justement, pour parler de questions de mode, c'est plus trop dans l'air du temps et c'est très stigmatisant, où il y a d'autres moments, au contraire, il y a du fait d'une forte mobilisation, il y a une audience et une valorisation du terme lui-même, donc une appropriation par des groupes qui ont un projet qui n'est pas la remise en question des identités de genre et notamment des rapports de pouvoir à l'intérieur du couple, de la famille ou de la société. Bon. Et alors on retrouve effectivement ça aujourd'hui de façon plus diversifiée, notamment un discours qui allie féminisme et racisme, avec l'idée que les violences, par exemple sexistes et sexuelles, sont perpétrées par certains hommes qu'il faut stigmatiser et écarter de la communauté. Alors, la question qu'on s'est posée avec d'autres chercheuses et chercheurs, c'est est-ce que ces groupes-là, on peut les inclure dans les mobilisations féministes? Parce qu'effectivement, quand on travaille sur les féminismes, aujourd'hui, et bon, c'est vrai pour les historiennes depuis longtemps, il n'y a pas cette volonté d'étiqueter certains groupes féministes ou non, parce qu'il y a certains groupes qui vont défendre les droits des femmes et pas reprendre le terme féminisme parce que justement ça peut être difficile, c'est peut-être pas hyper consensuel. Il y a certains groupes qui se... Bon, donc du coup, en tant que chercheuse, il nous appartient à nous de effectivement créer des concepts, d'essayer de réfléchir aux contours. Et la tendance actuelle, ça a plutôt été justement d'élargir ces contours, de dire
oui, le féminisme, c'est les groupes les plus militants, les plus actifs, les plus radicaux, mais ça peut être aussi, par exemple, des groupes de Tupperware qui vont progressivement développer des identités de genre qui vont conduire à certaines revendications ou réfléchir effectivement à des formes d'expression dans différents espaces. Mais on se retrouve face à cette dilatation, on se retrouve face à ces questions des féministes d'extrême droite. Est-ce qu'on peut les appeler féministes ? Est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette auto-appellation ? Alors, une des réponses que moi j'ai trouvée très éclairante par Laure Bérény, qui a travaillé sur cette notion d'espace de la cause des femmes. Je lui posais la question, mais est-ce que ces féministes d'extrême droite font partie de l'espace de la cause des femmes ? Et elle considère que non, parce que justement, pour faire partie de l'espace de la cause des femmes, il faut avoir des formes d'interaction, des formes d'action commune. Et ce n'est pas le cas de ces groupes qui sont complètement à part en fait, des mobilisations, qui sont plutôt contre ces mobilisations. Et c'est vrai que là, ce que l'on observe récemment, c'est que dans toutes les grandes manifestations féministes, il y a une tentative d'entrée de ces groupes-là qui sont vite rejetés ou exclus par l'ensemble des manifestantes et manifestants. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout le même espace politique, hein, en fait, en gros. Cela dit, moi je pense qu'il faut prendre au sérieux cette appellation pour voir de quelle manière en fait, le féminisme aussi fait l'objet d'usages d'usages détournés, comme parfois il peut y avoir des usages détournés du passé, etc. Mais c'est important de les étudier aussi, et on manque d'études précises. Il y a quelques études, hein, il y a eu quelques études sociologiques, mais il faudrait quelque chose de plus poussé. Merci. D'autres questions ? Après, moi, je vais avoir une question d'historien, mais ce n'est pas l'objectif ici. On n'est pas dans un débat d'historien. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, je vais être obligé alors de poser ma question, c'est sûr. C'est juste sur une façon de faire l'histoire. Peut-être dans les années 70, il y a eu l'idée de faire une histoire des femmes différente de la façon de faire l'histoire des hommes, de se positionner comme historienne de façon différente des hommes, de se positionner par rapport à son sujet, d'assumer une part de son militantisme ou de sa subjectivité, éventuellement un effacement de l'individu face au collectif, aussi dans certaines revues, où c'était des textes collectifs, hein, et jamais de textes signés par des individus. Voilà, ça c'est plutôt les années 70, et ce qui reste quelque chose de ça dans les façons aujourd'hui, peut-être dans la façon d'assumer cette dimension militante, ou ça, je ne sais pas, mais... J'espère que j'ai été clair. Non, très clair. C'est une vraie question qui pose la question... Enfin, en gros, la grande question derrière, c'est comment être historienne ou historien et comment négocier son statut d'historienne et d'historien et son engagement propre, par exemple. Et donc, c'est une question qui concerne les historiens, mais qui peut concerner d'autres professions, comme par exemple journaliste. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les journalistes se posent aussi beaucoup, étant donné que dans l'éthique du journalisme, on est censé avoir un regard objectif sur la société pour produire un discours équilibré. Et donc, en tant qu'historienne et historien, il y a aussi cette éthique-là de produire un savoir qui soit solide et nourri par une démarche, disons, de recherche, alors si ce n'est d'objectivité, en tout cas d'équilibre. Et donc moi, ce que j'ai pu observer à la courte échelle, mais qui commence à être un peu long maintenant, de mon propre parcours, c'est que lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions féministes, donc au début des années 2000, il était très important de faire la preuve qu'on avait une démarche qui était scientifique et non militante. Et donc, il y avait une forme de distinction par rapport, effectivement, aux générations précédentes qui avaient davantage assumé leur militantisme dans le contexte des années 70. Pour ma génération, il s'agissait de vraiment rentrer dans l'institution, faire ses preuves, être reconnu par ses pairs, etc. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est quelque chose qui
qui est lié au contexte de remobilisation féministe, je pense, qui fait qu'on a davantage une volonté de mettre en avant sa subjectivité et d'assumer ses engagements et ses relations avec ces objets étudiés, tout en tout de même mettant en avant une démarche scientifique. Et ça, on peut le faire notamment grâce aux travaux en épistémologie féministe qui ont montré que finalement dévoiler son propre positionnement, c'est être bien plus scientifique que de revendiquer une objectivité qui n'en est pas une neutralité qui est impossible, en fait, qui n'existe pas, et qui reviendrait donc à cacher ses propres positionnements. Donc il y a toute une réflexion épistémologique, sauf que je trouve qu'en histoire, par rapport à d'autres disciplines, on est quand même un peu en retrait vis-à-vis de ça, parce qu'il y a sans doute une sorte de poids d'écrire le vrai sur le passé. Je ne sais pas, mais on a moins, on assume moins peut-être ces positionnements qu'en sociologie. Je pense qu'il y a moins d'habitude de réfléchir à sa pratique que dans d'autres Exactement. disciplines. Exactement. On n'est Moins de pas très réflexivité. épistémologue. Oui, c'est ça. On fait. Alors d'autres questions? Oui. C'est pas du tout une question, c'est une information donc, que j'ai loupée. La femme qui parle de l'espace de la cause des femmes, c'est... C'est Laure Bereni, B-E-R-E-N-I. C'est tout, merci. Voilà. Et alors, vous voulez savoir où elle en parle? En fait, elle donne une très bonne définition de cet espace de la cause des femmes dans un ouvrage de la collection Archives du féminisme des presses universitaires de Rennes. C'est qui s'appelle Le féminisme de la seconde vague. Merci. Donc, il doit rester un tout petit peu de temps, je pense. Oui, voilà. Merci. En fait, j'avais une question par rapport au livre Ne nous libérez pas, on s'en charge. Il y a deux choses qui m'ont marqué, entre guillemets, à la lecture, qui étaient, donc d'une part, l'attention aux enjeux, aux situations intersectionnelles, on va dire. C'est-à-dire prendre en compte, par exemple, les mobilisations en avril 1944, je pense, au Sénégal, des situations qu'on n'étudie pas souvent. Et d'autre part, la place de la tension entre féminisme et antiféminisme, c'est-à-dire toute cette question de la réception négative du féminisme. Donc, je voudrais peut-être savoir un petit peu c'était quoi la réflexion qu'il y avait eu dans l'écriture de cette nouvelle histoire du féminisme, un peu comment est-ce que ça avait été pensé, quoi, voilà. C'est une très bonne question. Je pense qu'on a... Alors, c'est très difficile de tendre à l'exhaustivité sur l'histoire des féminismes, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, depuis qu'il est sorti, ce livre, on s'aperçoit de choses qu'on a oubliées, qu'on aurait voulu mettre en avant, qu'on n'a pas mis en avant, des personnes qui nous ont fait des remarques sur ce qui aurait pu apparaître davantage, notamment sur par exemple les liens entre féminisme et handicap, qui apparaissent pas du tout dans l'ouvrage. Et ça, c'est vrai que c'est un mea culpa, et qu'on espère qu'on aura la possibilité d'amender ce texte pour pouvoir ajouter un certain nombre de choses qu'on a oubliées. Mais disons qu'il y avait vraiment l'idée du coup de prendre ce fil directeur de l'intersectionnalité et de voir comment ça pouvait faire évoluer le récit, qu'est-ce que ça pouvait comment on pouvait regarder la chose un peu différemment, avec effectivement chacune des appétences particulières pour certaines périodes, pour certains événements, effectivement, mettre en avant les colonies, mettre en avant le local aussi, le global, enfin bon, vraiment une volonté de déplacer un petit peu le regard, de se mettre un peu de côté sur une histoire qu'on connaissait bien et qu'on avait envie de revisiter. Donc c'est vraiment ça, cette image, sachant qu'on a pu le faire
uniquement parce qu'il existait des travaux, c'est-à-dire qu'il y avait nos propres travaux, mais on n'est pas, voilà, on a pu se reposer sur toute une série de thèses et de livres qui nous ont permis d'écrire ce récit, sinon ça n'aurait pas été possible de le faire de cette manière. Donc voilà. Et sur le rapport entre féminisme et antiféminisme, c'est très important effectivement de toujours avoir en tête que les mobilisations féministes s'inscrivent contre, enfin se déploient face à des contre-mobilisations. Christine Barr parle d'intersectionnalité des haines pour aussi montrer que il y a des oppositions qui sont à la fois antiféministes, qui sont homophobes, qui sont racistes, et qu'il y a des articulations en fait à chaque époque de ces oppositions. Et en tout cas, il est important de garder en tête les discours et les contre-discours. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais disons que la démarche, elle s'est faite de cette manière, et puis en réfléchissant ensemble à la manière dont on allait construire le livre, qui allait prendre en charge quelle partie, en se relisant les unes les autres. Donc c'est vraiment été une expérience pour moi extrêmement formatrice et très agréable d'écrire ensemble ce livre. Et je pense que ça a été une force aussi de l'écrire ensemble, parce que c'est pas évident de se dire voilà, on écrit ce livre et on propose un récit, et à un moment donné il faut aussi oser le faire. Donc heureusement qu'on était toutes les trois, je pense aussi pour cette raison. Merci. Alors, encore une question ou deux? Non, vous n'osez pas. Non, c'est l'heure de manger, là, non? Ah. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Merci. Merci beaucoup. Juste avant que vous partiez, je voudrais juste rappeler quelques conférences qui vont avoir lieu dans le cadre du mois du genre, au moins 2. En plus, tu viens de parler d'intersectionnalité des haines. On a une très belle conférence le 23, donc demain soir à 18h, en faculté de droit et co-gestion, sur les discours racistes, sexistes ou homophobes. Que dit le droit? Que peut le droit, par Gwenaëlle Calvez. Donc je vous invite vraiment à être présent. Ça va être une très belle conférence. Et puis la deuxième que je voudrais absolument citer, c'est le 25 mars à 18h30, toujours en droit et co-gestion, par notre collègue Naïma Nafi, sur le broutage, une cybercriminalité décoloniale, de son dernier livre, L'arnaque à la nigériane. Après cette conférence, je vous inviterai également au 4 pour le concert de la rappeuse Kazé. Et enfin, une dernière information, parce que là, je viens de donner un certain nombre d'événements dans le cadre du mois du genre, mais cette conférence de ce soir, elle s'articulait entre le mois du genre et les mardis de confluence. Donc, je vous invite également le 12 avril, le mardi 12 avril, sur une conférence de Thomas Williams, qui est un collègue maître de conférence en études anglophones. Et cette conférence s'intitule « L'héritage s'en va en guerre, la mobilisation du passé en Grande-Bretagne lors de la Seconde Guerre mondiale ». Voilà pour les informations que je voulais vous donner et partager avec vous. On vous remercie encore une fois et on remercie très fortement Bibia Favard pour cette intervention. Merci.